Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT de l'or du vendredi 24 novembre 2017, également un Black Friday paraît-il. J'espère que vous allez aller consommer plein de choses dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas, produit en Chine pour faire augmenter le chômage en France. Voilà, bien remonter le moral à tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'a absolument rien à voir de prime abord avec l'or ou le métal jaune, mais je dis bien de prime abord parce que vous verrez bien qu'effectivement, en conclusion, ça va nous y ramener, mais pas qu'à l'or, mais à un certain nombre de choses fondamentales en termes d'économie. Je veux vous parler de la connerie insondable de nos élites qui ne voient pas la famine arriver. Alors quand je dis la famine, une famine commence toujours avant par une disette. Et une disette commence toujours avant par une augmentation des prix. Par une augmentation des prix, et vous le voyez très bien sur le beurre. Donc ça, c'est une photo de mon cru dans le supermarché de mon coin, où évidemment, il y a moins de beurre. On peut vivre sans beurre, ce n'est pas le problème. Et on a même vu des recettes pour cuisiner sans beurre, remplacer le beurre par des veloutés de courgettes, etc., etc. Ok, super, extraordinaire. Ce qui est très intéressant, ce n'est pas qu'il y ait une pénurie de beurre ou pas une pénurie de beurre. Ce qui est très intéressant, c'est le phénomène qui explique cette pénurie de beurre. Et on va le voir sur la diapositive suivante, qui est une demande croissante. Alors j'ai fait un certain nombre d'articles sur, si vous tapez pénurie de beurre Insolentiae dans vos moteurs de recherche préférés, vous verrez tous les articles qui ressortiront. Ou alors sur le moteur de recherche d'Insolentiae, vous verrez en haut, il y a une petite loupe. N'hésitez pas, vous tapez pénurie de beurre et vous aurez tous les articles qui traitent à peu près de ce sujet-là. Alors c'est quoi? C'est une demande chinoise, notamment en particulier une demande chinoise très très forte en matière grasse et en beurre. Sachez que les Chinois achètent de plus en plus de croissants, de pain au chocolat, de viennoiseries françaises avec beaucoup de nos compatriotes qui vont s'installer en Chine et qui ouvrent des boulangeries ou ce genre de choses et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Et bien tout ça, plus l'industrie agroalimentaire chinoise qui va intégrer ce genre de produits dans ses préparations. Et vous avez une augmentation très importante de la demande internationale et donc en Chine en particulier. Cette demande internationale en forte hausse, bien évidemment, loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui se passe? Bien tout simplement, quand la demande augmente, les prix augmentent. C'est assez logique, c'est une loi économique assez fondamentale. Donc on a des tensions sur les prix. On a des tensions sur les prix et on a un refus de la grande distribution tout simplement de s'aligner sur ces hausses de prix du marché international. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe dans le commerce français, c'est que tous les ans, nos grandes enseignes de grande distribution négocient des contrats cadres avec les industriels et avec leurs fournisseurs et que dans ces contrats cadres, elles s'engagent sur des tarifs et des niveaux de tarifs pour une année. En échange de cet engagement sur des niveaux de tarifs, la grande distribution s'engage, elle, sur des niveaux de volume et donc de quantité. Et la grande distribution ne souhaite pas que ce grand principe soit remis en cause par une augmentation des prix si vous voulez, du marché international du beurre. Et donc, ils refusent de remettre en cause, ni plus ni moins que le fonctionnement même de leur contrat cadre et de leurs négociations annuelles. C'est pour ça qu'ils préfèrent déréférencer et avoir des rayons vides, comme on l'a vu sur la première photo, plutôt que d'accepter des augmentations de prix auprès de leurs fournisseurs. Donc en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas tant une pénurie de beurre qu'un refus de la grande distribution de payer le beurre à son juste prix. Et donc, comme la grande distribution ne veut pas payer le prix du beurre au prix du beurre actuel sur le marché international, les industriels, on est dans un marché libre, on est dans un monde ouvert, ils préfèrent aller vendre leur beurre, ce qui est assez logique, au plus offrant. Et donc le plus offrant, ce n'est pas le supermarché français, c'est tout simplement les Chinois. Donc on va vendre le beurre en Chine. Et puis nous, les Français, tout simplement, nous n'avons plus de beurre à mettre dans nos épinards. Voilà ce qui se passe pour le beurre. Alors si ça se passait que pour le beurre, ma foi, on pourrait s'en accommoder, surtout si ça dure que quelques mois, etc. etc. Le problème, c'est qu'évidemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je ne pense pas à vous, mes chers amis, je sais que vous avez compris, je pense notamment à nos dirigeants. Et donc ce qui se passe sur le beurre,
eh bien évidemment, ça va se passer sur plein d'autres choses et on a beaucoup d'indices, ça s'est déjà produit, ça va se reproduire. Et on a beaucoup d'indices qui plaident vers le sens, ça va se reproduire de manière très aggravée et très prononcée dans les mois ou années qui viennent. Et évidemment, il faut s'y préparer et donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce JT en forme de coup de gueule « La connerie insondable de ceux qui nous dirigent et qui ne sentent le mur, qui ne voient le mur tomber que quand ils ont reçu les pierres sur la tête. Hein, mais avant, ils ne comprennent rien. » Donc, on va passer à la diapo suivante, et donc c'est la Chine qui lance une OPA sur les terres agricoles françaises. Alors, ça s'est déjà passé, il y a eu déjà plus de 1700 hectares qui ont été achetés par une société chinoise. Cette société chinoise a récidivé avec l'achat à nouveau de 900 hectares. Alors vous voyez, je vous ai fait une copie d'écran de ce qu'on trouve sur Google. Donc si vous allez sur Google et que vous tapez achat terres agricoles par la Chine, bon, vous aurez tout un certain nombre d'articles qui vont ressortir dans Google Actualité. Très intéressant d'ailleurs, achat de terre par la Chine. La France a une bonne image, hein, ça c'est super, on a une bonne image, hein, on laisse nos terres se faire vendre et les investisseurs chinois, il y en avait, voilà, terres agricoles, feu vert aux Chinois, c'est-à-dire en plus on leur dit allez-y, surtout achetez nos terres, nous on fera rien, prenez nos terres, il n'y a aucun problème. Alors, il faut quand même avoir conscience d'un tout petit peu de géographie, d'histoire, de politique, d'économie, et puis je sais pas, de démographie, et puis quelques chiffres en tête, quoi. Un truc vachement compliqué pour des énarques. Donc les Chinois, ils sont 1,5 milliard, on est 60 millions. D'accord ? 1,5 milliard, 60 millions. Hein, non, trop compliqué de comprendre ? D'accord. Ensuite, la Chine, c'est 7% des terres arables. 1,5 milliard, 7% des terres arables. Vous voyez pas le problème, non, trop compliqué encore, je suppose. Avec le décollage économique de la Chine, eh bien évidemment, les Chinois qui mangeaient sous Mao un bol de riz, et encore, c'était quand le commissaire politique ne leur mettait pas une balle dans la tête, évidemment, il y a eu un décollage économique, il y a eu un développement économique, il y a la mondialisation qui est passée par là. Nous avons eu l'émergence d'une Chine extrêmement puissante, extrêmement forte économiquement. Aujourd'hui, la Chine en nette de dette, à un PIB qui est supérieur au PIB américain. C'est-à-dire qu'en réalité, la Chine d'aujourd'hui, en 2017, est la première puissance économique mondiale en termes de PIB net de dette. Ce n'est pas le cas en termes de PIB par habitant, c'est pas le cas. Bon, mais en termes de PIB pur net de dette, la Chine est aujourd'hui devant les États-Unis d'Amérique. C'est la première puissance économique mondiale. Cette émergence et cette nouvelle puissance économique mondiale, eh bien évidemment, ça s'est accompagné de l'émergence d'une classe moyenne chinoise. Alors c'est très heureux, moi je suis ravi pour nos amis chinois, ce n'est pas le problème, d'accord ? Simplement, eh bien, les besoins de la Chine changent au fur et à mesure qu'évolue son pouvoir d'achat. Et son pouvoir d'achat ne va pas être sans poser de problèmes et de grands problèmes à d'autres pays dont nous faisons partie et nous voyons évidemment les problèmes arriver sur notamment l'alimentation. Voilà. Et donc, je répète les données du problème, 1,5 milliard de Chinois, 7% des terres arables, mais on peut encore élargir le problème. 7 à 8 milliards d'habitants sur cette planète et des terres arables qui ne sont pas extensibles, puisqu'évidemment nous sommes sur une petite planète finie. La richesse future est la terre et l'exploitation de la terre. Vous connaissez sans doute le proverbe « Ouh mon brave monsieur, la terre, ça a eu payé mais ça ne paye plus, ça a eu payé mais ça ne paye plus, mais ça va repayer ». Pas encore tout à fait, mais ça va repayer très bientôt. Donc vous avez intérêt à réinvestir dans la terre très vite. Bon, mais pas en Chine. Ils n'ont pas de terre. En revanche, eux, ils ont très bien compris. Et ils ont très bien compris qu'il fallait investir dans les terres. Et ils sont en train de racheter massivement les terres dans le monde entier. S'ils achètent des terres, mes amis, ce n'est pas pour vous nourrir pour pas cher, c'est pour se nourrir eux-mêmes. Et donc, c'est évidemment pour produire ici et pour réexporter là-bas. Vous voyez bien le problème qui se pose quand même. Bon, c'est que si on produit ici, chez nous, de l'alimentation qui va être réexportée là-bas par des sociétés chinoises, vous n'aurez plus à manger. C'est-à-dire que ce qui est produit ici n'arrivera même plus dans vos assiettes. Ça sera vendu.
Voilà. Donc, je suis assez sidéré que personne ne voit le problème d'ampleur mondiale qui se pose, sans compter qu'il s'est déjà posé. D'accord? Donc, j'insiste là-dessus, il s'est déjà posé et on va voir sur la diapositive suivante, justement, avant de voir le problème qui s'est posé, juste un petit rappel sur les pays. Alors, en jaune, vous voyez, ce sont des pays qui ont déjà vécu des émeutes de la faim. Et donc le printemps arabe, en réalité, le printemps arabe trouve sa genèse dans les gamelles vides d'un certain nombre de pays et dans les difficultés économiques qui faisaient que la raréfaction des denrées alimentaires en 2007-2008 qui ont provoqué un renchérissement très important de la nourriture. Et les émeutes qui débutent avec le jeune Bouazizi qui est un petit épicier, etc., du fin fond de la Tunisie et qui se fait tabasser par les policiers, saisir sa marchandise, etc. Tout ça, ce sont des émeutes de la faim. La nourriture, l'alimentation tient une place absolument centrale dans ce qu'il s'est passé dans l'histoire récente de la Tunisie et donc du monde, parce que vous voyez bien que tout ce qui s'est passé lors de ce printemps arabe a profondément déstabilisé le monde entier, y compris la France, avec des flots migratoires qui ne sont pas sans poser un certain nombre de problèmes à l'ensemble du monde. D'accord ? Dans la gestion, c'est compliqué. Donc, vous avez en jaune les pays qui connaissent des émeutes de la faim et vous avez en rouge, souvent en orange, je ne sais pas comment ça apparaît, tout simplement les pays qui sont en grave insécurité alimentaire. Grave insécurité alimentaire. Donc, on a la moitié de l'Afrique. Vous n'avez pas remarqué qui on a là? On a nos camarades chinois. Alors, sachez également que dans tous ces pays d'Afrique, la Chine rachète des terres. La Chine rachète des terres parce qu'il n'y a pas d'État. Donc, comme il n'y a pas d'État, c'est très facile de racheter des terres et d'exploiter des terres. Résultat, ces pays sont en insécurité alimentaire pour la simple et bonne raison qu'ils alimentent pour beaucoup également la Chine. Donc, on déshabille Paul pour habiller Jacques. On va passer à la diapositive suivante. Donc, évidemment, c'est le précédent de la crise alimentaire 2007-2008. Alors, il s'était passé plusieurs choses pendant cette crise alimentaire 2007-2008. Donc, on l'a vu évidemment. Alors, vous pourrez regarder, vous pourrez vous renseigner si vous souhaitez. Vous tapez crise alimentaire mondiale 2007-2008 dans votre moteur de recherche préféré. Vous aurez plein d'occurrences. Il y avait eu notamment, et c'était un article du site Slate que je vous ai ressorti, mais comment Goldman Sachs a provoqué la crise alimentaire en spéculant sur les matières premières. Donc, vous avez des tensions extrêmement fortes, il suffit qu'on ait 1 ou 2 années de mauvais rendement et il n'y a plus à manger pour 8 milliards d'habitants, où la portion calorique moyenne est en forte diminution. Quand la portion calorique moyenne est en forte diminution, que la demande est constante, voire que la demande augmente, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, il y a une explosion des prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Donc ceux qui ont le moins d'argent, eh bien évidemment, ils ne peuvent pas acheter à manger et remplir leur estomac et encore plus grave, ceux de leurs enfants. C'est évidemment extrêmement déstabilisant. Il n'y a pas pire que les gamelles vides. Toutes les révolutions de celle de 1789 à celle d'octobre 1917, qui a un siècle en Russie et qui avait créé l'avènement de l'ex-URSS, eh bien, toutes ces révolutions sont liées à des gamelles vides et à des problèmes alimentaires. Sans problème alimentaire, point de révolution possible. Donc, amis révolutionnaires, si vous souhaitez une révolution, vous n'avez plus qu'à prier pour qu'il y ait une famine. Pour qu'il y ait une famine, pardon. On va passer à la diapositive suivante. Donc les terres agricoles, évidemment, elles ne sont pas un bien comme les autres. Donc je vous ai listé un certain nombre donc laisser le libre-échange et le libre marché régir le prix des denrées alimentaires et si les gamelles se remplissent ou ne se remplissent pas, c'est évidemment un petit peu court. Ce sont des choses qui doivent être encadrées, de même que les terres agricoles, de même que l'exploitation. Tout cela est bien trop grave pour être laissé de manière complètement ouverte et libre, que ce soit au libre-échange ou aux forces de marché. C'est évidemment quelque chose qui doit être régulé et régulé de manière extrêmement sérieuse.
tellement sérieuse que la sécurité alimentaire des Français, elle ne peut pas être négociable. La sécurité alimentaire des Français, elle n'est pas négociable. La sécurité alimentaire de mes enfants, elle n'est pas négociable. D'accord? C'est évidemment quelque chose d'éminemment stratégique. Quand on parle des intérêts supérieurs d'une nation, nous sommes en plein dedans. Le sujet alimentaire, la sécurité énergétique de notre pays, de même que la sécurité alimentaire de notre population, c'est ce qu'on appelle les intérêts stratégiques de la France. Et les intérêts stratégiques de la France ne sont pas négociables. Et ceux qui pensent qu'on peut le négocier se trompent et tirent un trait sur une notion qui est fondamentale, qui est celle de souveraineté. Et la souveraineté, c'est ce qui protège le peuple, la population. D'accord? Donc, il faut être très conscient de cela, et c'est pour cette raison-là qu'il est très important d'écrire au président, d'écrire au Premier ministre. Vous allez sur le site de l'Élysée, vous allez sur le site du Premier ministre, vous remplissez le champ, contact, rubrique contact, et vous écrivez et vous les sensibilisez de la même manière que vous sensibilisez les députés. Ça doit être un sujet qui doit être impérativement pris en compte et impérativement pris au sérieux par nos autorités. D'accord? Aujourd'hui, la loi permet à des entreprises chinoises de racheter les terres agricoles en France, à très fort prix d'ailleurs, ça enrichit beaucoup les agriculteurs, ça c'est très bien, mais ils n'arrivent pas à vivre, assez mal dans certains cas, de leur travail quotidien. En revanche, ils sont assis sur une valeur qui est fondamentale, qui est la valeur du foncier. Et quand ils revendent le foncier, eh bien, les 900 hectares qui ont été vendus récemment, eh bien, il y en a eu pour 10 millions d'euros. La transaction, c'est 10 millions d'euros. Donc vous voyez, le prix de l'hectare, c'est quelque chose de très très conséquent. On parle de plus de 10 000 euros l'hectare. Et comme la Chine a beaucoup d'argent qui est lié, je vous renvoie à ce que je vous disais sur le Black Friday de tout à l'heure, en entrée de ce JT, je vous disais, on achète des choses dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour faire tourner les usines chinoises. Et donc les excédents de nos achats, ce sont évidemment, les déficits que représentent nos achats, ce sont évidemment les excédents qu'ont nos amis chinois, et ces excédents sont plantureux. Et donc ils peuvent évidemment, parce que c'est stratégique pour eux de nourrir également leur population, eh bien faire une véritable razzia sur les terres agricoles d'un certain nombre de pays qui se laissent faire aujourd'hui. On va passer à la diapo suivante. Que faut-il faire? C'est assez simple. Il faut contrôler la totalité des... je m'écarte un peu pour que vous puissiez voir, mais il faut contrôler la totalité des transactions. La totalité des transactions, il n'y a aucune naïveté à avoir, ni aucune ambiguïté là-dessus. Le marché doit être totalement contrôlé. Et moi qui suis un fervent partisan du marché libre, je suis un fervent partisan du marché libre jusqu'à certaines limites. Et ces limites, c'est évidemment lorsque le marché libre menace les intérêts supérieurs de la nation. Et les intérêts supérieurs de la nation sont évidemment menacés par le marché libre, puisque ça va menacer in fine la sécurité alimentaire de notre population, qui est effectivement totalement non négociable. Donc, c'est très simple. On interdit à toute personne physique ou morale de détenir majoritairement une exploitation ou d'acheter du foncier si elle n'est pas de nationalité française, si elle n'a pas la majorité de l'exploitation et si elle n'exerce pas son activité principale et n'exploite pas elle-même sa propre exploitation. Voilà. C'est-à-dire en gros, on vend à des paysans qui exploitent ici et puis on s'assure qu'il n'y ait aucune entreprise qui détienne des centaines d'hectares ou des milliers et des milliers d'hectares dans notre pays et dont la production sera revendue à l'étranger. On s'assure qu'il n'y ait aucun paysan too big pour ne pas obéir. D'accord? Donc le too big to fail que l'on voit pour les banques, on a laissé des monstres se créer, et bien évidemment, il faut garder une paysannerie suffisamment nombreuse, avec des parcelles suffisamment nombreuses et suffisamment peu concentrées, pour que, évidemment, ils ne puissent pas faire n'importe quoi. Il faut organiser les marchés de rachat, etc., etc. Il faut être capable de contrôler tout ça. Il va falloir être capable également de passer une loi, et c'est très important, à une espèce d'état d'urgence alimentaire qui va permettre de contrôler toutes les exportations. C'est-à-dire que toutes les exportations doivent pouvoir être contrôlées si jamais il y a la moindre tension sur la moindre des denrées alimentaires. Le gouvernement, l'État français, doit être en mesure de... Qu'est-ce que vous voulez exporter? Non, c'est niet. Il nous en manque. Donc, tant que nous, on est en manque, il n'y a pas d'export possible. Ah, mais je suis une société chinoise. Rien à foutre.
D'accord? Rien à foutre. La sécurité alimentaire des Français ne peut pas être négociée. Alors, pour éviter d'avoir à dire à nos amis chinois et à nos partenaires chinois, rien à foutre de votre investissement que vous ne pouvez pas rentabiliser, évidemment, le bon sens voudrait qu'on ne se mette pas dans cette situation, qu'on l'anticipe et qu'on ne laisse pas nos amis chinois acheter des terres qu'in fine, nous ne leur laisserons pas exploiter si cela nous pose un problème de sécurité alimentaire. Donc, pour éviter d'avoir à gérer un contentieux commercial futur très grave, eh bien, il serait quand même beaucoup plus pertinent d'éviter de se mettre dans cette situation, de l'anticiper et de dire dès à présent à nos amis chinois, il est inutile d'acheter des terres en France. Passez votre chemin. D'accord? Passez votre chemin. On ne vous laissera pas exporter. Nous resterons maîtres de nos exports. Je vous laisse ensuite imaginer, prendre en compte dans votre réflexion, le fait que la France est une grande puissance agricole et que nous avons de gros déficits commerciaux. Plus le prix des denrées alimentaires va monter, plus nos exportations alimentaires sur des prix élevés va nous permettre de réduire évidemment les déficits et de rééquilibrer nos balances commerciales. Donc c'est stratégique pour notre population, mais c'est stratégique également pour pouvoir rééquilibrer les flux financiers. Donc il n'y a absolument aucune raison aujourd'hui de laisser les Chinois et de manière générale n'importe quelle autre nation s'accaparer les terres agricoles françaises. Et donc, on va en arriver à un point qui est très important et ce sera ma conclusion qui est tout simplement, qu'est-ce que c'est que les richesses futures? La richesse future, il y a peu de chances qu'elle soit immobilière. Pourquoi il y a peu de chances qu'elle soit immobilière? Parce que la démographie en France, mais partout dans les pays occidentaux et même en Chine, est une démographie qui fait face au vieillissement massif de la population. Ça veut dire qu'en données corrigées des flux migratoires, les besoins en logement vont plutôt aller en déclinant au fur et à mesure que les gros détenteurs de patrimoine foncier, immobilier que sont nos seniors, vont hélas arriver en fin de vie. Donc, et les générations qui suivent sont nettement moins nombreuses. Donc, a priori, le vrai besoin fondamental, il ne sera pas en immobilier. Attention, ça ne veut pas dire que l'immobilier ne va pas monter. Je vous dis simplement, les facteurs démographiques ne sont pas favorables à la poursuite d'une hausse absolument infinie du secteur immobilier. De la même manière, le fait que nous soyons sur des taux qui sont aujourd'hui des taux à zéro, la moindre remontée des taux viendra freiner un marché immobilier qui est extrêmement haut. Donc les fondamentaux de l'immobilier, sans être désastreux, ne sont pas forcément extrêmement favorables à moyen et long terme. Ça veut dire qu'y miser sa fortune, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire en partie, mais ça veut dire, parce qu'on diversifie toujours du patrimoine, et qu'avoir du patrimoine, avoir de l'immobilier dans son patrimoine, c'est évidemment le bon sens de base. Mais ce n'est pas forcément l'enveloppe à surpondérer. Vous voyez bien que ce n'est pas l'immobilier là où il y a forcément le plus d'avenir. Vous voyez bien également que avec des niveaux de bourse qui sont très très élevés, l'avenir il n'est pas forcément aujourd'hui sur certaines valeurs boursières qui sont extrêmement élevées. Regardez la progression des indices. Bon, c'est stratosphérique, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter encore, mais bon, en tout cas, il y a a priori moins de potentiel devant que de potentiel derrière. Alors, qu'est-ce qui reste? Il vous reste tout simplement un besoin fondamental et je vous renvoie à la pyramide de Maslow. D'abord, la sécurité physique. Je veux être sûr, donc c'est la pyramide de Maslow, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain. Je veux être sûr qu'en sortant de ma caverne, je ne me fasse pas croquer et attaquer immédiatement par un dinosaure. Bon, c'est bon, je peux sortir. Donc, une fois que je suis sorti de ma caverne et que le monde est à peu près sûr et que je suis physiquement en sécurité, je vais m'attacher à mon second besoin fondamental, bien avant l'épanouissement, l'iPhone, l'image de soi et tout ce que vous voulez, qui est de remplir mon estomac. Et donc, c'est évidemment le deuxième besoin fondamental, c'est un besoin d'alimentation. Or, je vous ai donné là les fondamentaux mondiaux, qui est que même si on a un vieillissement de la population, on a un accroissement énorme de la population mondiale puisqu'on vit plus nombreux. Et qui dit accroissement de la population mondiale dit évidemment accroissement des besoins alimentaires. Or, il n'y a pas assez de terres arables aujourd'hui pour nourrir très convenablement tout le monde, en tout cas avec le régime américain de 4000 calories par repas et par personne. Donc, évidemment,
L'alimentation étant produite essentiellement à partir de la terre et des terres cultivables, la future richesse sera très certainement la terre. Et donc tout ça, c'est cyclique. Et il serait assez logique qu'on rentre dans un cycle où les prix du foncier, de la terre agricole, va beaucoup augmenter. Et c'est déjà le cas en Europe. Les terres agricoles sont très chères. Il n'y a bien qu'en France où, grâce au système de la SAFER, qui est loin d'être parfait, c'est un autre débat, on pourrait en discuter. Et c'est évidemment des choses qu'il faut améliorer. Mais en attendant, les prix sont encore assez modérés en France par rapport aux évolutions qu'on peut voir en Allemagne, en Belgique et dans l'ensemble des pays européens qui nous entourent où la progression des prix est phénoménale. Donc, si on reprend, la future richesse, elle sera certainement terrienne. Si nous avons une crise financière, ce qui nous pend au nez, eh bien, l'or aura toute sa place également dans votre patrimoine pour pouvoir évidemment le sécuriser et être liquide, car les terres agricoles ne sont pas liquides. Vous pourrez échanger le fruit de l'exploitation de la terre, qui est la production. Ça, évidemment, ça se revendra très très facilement puisque c'est à manger. Mais en revanche, le monétaire restera les métaux précieux avec une véritable valeur. Mais le plus gros potentiel aujourd'hui, il est évidemment dans les terres agricoles. Les Chinois ne s'y trompent pas. Et si la Chine essaye de racheter des centaines et des milliers d'hectares dans notre pays, croyez-moi, ce n'est pas du tout un hasard. Donc évidemment, à titre personnel, essayez de faire comme les Chinois, ça c'est la première chose. Et puis après, à titre collectif et en tant que citoyen, il est extrêmement important et je vous invite et je vous encourage à prendre quelques minutes de votre temps pour sensibiliser nos dirigeants. Plus nous serons nombreux à le faire et plus cela aura de poids. Alors les pétitions, ça ne sert pas à grand-chose. Écrivez directement. Voilà, parce que quand on écrit directement au Premier ministre, quand on écrit directement à son député, quand on écrit directement au président de la République, eh bien l'information leur remonte directement parce que non pas qu'ils vont lire tous vos messages, mais ils ont des comptes rendus et donc les courriers qui arrivent directement chez eux, ça leur donne une tendance forte de l'opinion. Donc ça a beaucoup plus de poids et c'est une information qu'ils reçoivent en direct sans tous les filtres qu'il peut y avoir dans la vie normale. Une pétition, ils peuvent ne jamais l'avoir passée. Alors que le courrier qui sera arrivé au secrétariat de l'Élysée ou de Matignon, ça donnera lieu à un rapport hebdomadaire du service courrier qui arrive sur le bureau du Premier ministre ou qui arrive sur le bureau du Président de la République et ça leur permet de sentir les choses. Donc écrivez, ça a un poids énorme. Écrivez, sensibilisez nos dirigeants parce que, évidemment, les problèmes arrivent et que quand on les voit arriver, l'idéal c'est de les anticiper. Enfin, dernier bon placement, les boîtes de conserve et les sacs de riz que vous pouvez conserver très longtemps. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'or.